Donc aujourd'hui, je termine les cours consacrés à la pathologie circulatoire. Et on va voir aujourd'hui donc différentes entités. C'est un peu plus disparate que les cours précédents, athérosclérose et infarctus. Là, on va voir un ensemble de lésions pour terminer l'enseignement de pathologie circulatoire. Ça y est, vous êtes en place, vous êtes prêts? Aujourd'hui donc, édème, congestion, hémorragie, thrombose, embolie et choc. On va commencer par l'édème, définition. Alors comme la dernière fois, je vous dis qu'on aime bien, souvent pour boucher des trous, pour les questions, vous posez des questions de définition, donc vous apprenez la définition de l'édème. Augmentation pathologique des liquides dans l'interstitium et dans les cavités naturelles. C'est extracellulaire et c'est extravasculaire, hein, cette accumulation. L'édème peut être localisé dans un territoire ou, au contraire, généralisé et toucher l'ensemble de l'organisme. Aparté, je vous vois à la fin du cours, souvent vous venez poser des questions. Il est possible de poser les questions au fur et à mesure quand il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, surtout là où c'est assez disparate. Vous posez des questions au fur et à mesure, c'est plus simple, hein, n'hésitez pas. Donc l'édème, c'est l'accumulation pathologique de liquide en milieu extracellulaire et extravasculaire, donc dans l'interstitium et les cavités naturelles. Qu'est-ce qui s'accumule? Il s'accumule de l'eau et des électrolytes. C'est donc avant tout une rétention hydrosodée. Différents types, différentes natures de liquides peuvent s'accumuler dans ce qui constitue les édèmes, ce qui permet de distinguer différents édèmes. Premièrement, les édèmes mécaniques, si vous voulez, les transsudats, qui sont caractérisés par l'extravasation hors des vaisseaux d'un liquide pauvre en protéines. Quelles sont les circonstances qui vont favoriser le développement de ces transsudats pauvres en protéines? Eh bien, premier facteur, c'est l'hypoprotidémie. La baisse importante de la concentration de protéines et surtout d'albumine. C'est l'albumine qui réalise l'essentiel de la pression oncotique dans le sang. Donc la baisse importante de l'albumine dans le sang va être responsable d'une fuite de liquide et de sodium en dehors des cavités vasculaires. Cette baisse de la concentration de protéines peut être réalisée par différentes pathologies, par différentes circonstances pathologiques. Insuffisance de synthèse d'albumine par le foie, en cas d'insuffisance hépatique ou hépatocellulaire grave. Deuxième circonstance, fuite des protéines. Le foie synthétise en quantité normale, même augmentée, mais elles partent ou bien dans les urines, lors du syndrome néphrotique, ou bien par la voie intestinale, lors de certaines diarrhées avec malabsorption, ou alors lorsqu'il existe une malnutrition. Dans ces conditions d'hypoprotidémie, les édèmes, habituellement, donc, sont généralisés, et au maximum, on peut parler d'anasarque, qui est un terme un peu de vieille médecine, enfin, qui reste toujours vrai. Toujours dans les édèmes à faible concentration de protéines, toujours dans les transsudats, deuxième circonstance, après la baisse de la concentration d'albumine, cette fois-ci, c'est l'augmentation de la pression capillaire. L'édème s'inscrit dans le cadre de la congestion passive. On va revoir tout à l'heure, on verra tout à l'heure la congestion. Ça peut être généralisé
avec un anasarque, ou comme dans l'insuffisance cardiaque, où ça peut être localisé lors du blocage localisé dans un territoire du retour veineux. Par exemple, au niveau d'un membre supérieur, comme séquelle d'une thrombose veineuse, d'une phlébite, vous pouvez avoir de l'édème. Cet édème ne sera pas dû à la baisse localisée de l'albuminémie, ça ne voudra rien dire, mais est lié à un obstacle au retour veineux. Et donc à une augmentation de la pression capillaire dans la microcirculation, donc du membre. Le retour veineux peut être aussi diminué ou gêné lors de l'édème pulmonaire par obstacle à l'entrée dans le cœur gauche, par rétrécissement mitral, ou, de façon un peu plus globale, lors de l'insuffisance cardiaque, en particulier gauche, qui va gêner le retour veineux du sang pulmonaire vers le cœur. Et donc le sang va s'accumuler dans les poumons de façon passive, et de l'édème, c'est-à-dire du liquide, va passer de la microcirculation pulmonaire vers les alvéoles pulmonaires, qui normalement sont remplies d'air. Là, elles vont se remplir de liquide, d'un liquide pauvre en protéines, un transsudat, c'est l'édème pulmonaire, complication importante qui accompagne l'insuffisance cardiaque ou le rétrécissement mitral. On quitte les édèmes, les transsudats, édèmes avec une faible concentration de protéines, pour aller vers les édèmes riches, dont le liquide est riche en protéines, et on appelle ça les transsudats. Les exsudats, excusez-moi. Ils sont liés à une augmentation de la perméabilité capillaire, à une augmentation de la perméabilité de la microcirculation. Un synonyme qui traduit bien souvent les circonstances dans lesquelles se développent ces exsudats, ces édèmes riches en protéines, eh bien, c'est le mot d'édème inflammatoire ou d'édème lésionnel, car il résulte d'une lésion, d'un dommage de la barrière de perméabilité endothéliale. Vous savez que dans la microcirculation, l'endothélium, et même aussi dans la macrocirculation, mais c'est surtout dans la microcirculation que se font beaucoup des échanges, eh bien, c'est l'endothélium qui régule la perméabilité, en particulier aux macromolécules. Eh bien, en cas d'agression diverse de la barrière endothéliale, de cette barrière de perméabilité, du liquide va pouvoir passer du compartiment vasculaire vers l'interstitium. L'édème qui va passer va être riche en protéines parce que les cellules endothéliales ne seront plus capables de contrôler ce phénomène, de contrôler le passage des protéines. Donc c'est cet édème lié à un dommage, lié à une agression de la barrière endothéliale, est un édème inflammatoire. Il appartient souvent, cet édème, au phénomène inflammatoire aigu, à la phase vasculo-sanguine de l'inflammation, et il est souvent associé à une congestion active. Quelles sont les circonstances qui s'accompagnent ou qui vont entraîner un dommage, une agression de l'endothélium? Eh bien, ce sont des toxiques. On parle d'édème, par exemple, édème lésionnel, pulmonaire, toxique. Des agressions immunologiques de la barrière endothéliale, toujours dans le poumon, bien souvent dans le poumon. D'origine infectieuse et en particulier virale. Et l'édème pulmonaire lésionnel secondaire à la grippe, qui caractérise les grippes graves mortelles, est un édème inflammatoire, un édème lésionnel. Autre mécanisme fréquent, c'est par blocage lymphatique. Cette fois-ci, ce n'est plus le retour veineux qui est bloqué, mais c'est le retour lymphatique. Et ça se voit très souvent en médecine, de façon donc localisée, dans les membres supérieurs, donc au niveau d'un membre supérieur, eh bien, comme séquelle des curages ganglionnaires ou de la radiothérapie. Les lymphatiques ont été détruits, ou ont été en nombre réduit par le curage et par la radiothérapie, et le liquide va s'accumuler dans l'interstitium en amont de ce blocage.
Parfois, ce blocage entraîne une accumulation non plus dans l'interstitium, mais dans une cavité naturelle, et ça peut être responsable d'une acide chyleuse ou d'un chylothorax, c'est-à-dire la présence d'un liquide qui va contenir, entre autres, des lipides assez souvent. Quelques images pour bien vous montrer les aspects morphologiques de l'édème. En macroscopie, un tissu ou un organe qui est le siège d'un édème va être plus lourd. Son poids va augmenter, puisque c'est normal, puisqu'il accumule des liquides dans l'interstitium. Et vous savez, ou vous allez bientôt apprendre en tant que clinicien, qu'un bon moyen de surveiller l'évolution des édèmes, c'est de peser les malades. Lorsque vous faites une autopsie, un bon moyen de faire le diagnostic d'édème pulmonaire, c'est de peser les poumons. Donc l'édème est marqué par une augmentation de poids du corps ou du poids de l'organe atteint. Souvent, ces organes sont pâles, voire translucides. Ils peuvent laisser échapper, lorsqu'on les coupe, du liquide ou de la mousse. Ça, c'est le cas de l'édème pulmonaire cardiogénique. Les édèmes, par contre, inflammatoires par exsudat, sont plutôt caractérisés par une rougeur des tissus, une rougeur de l'organe où ils se développent. Alors là, je vous montre une image classique du signe du Godet que vous avez appris, vous apprendrez en clinique. Édème des membres inférieurs, par exemple au cours d'un syndrome néphrotique, édème des clives bilatérales. Vous appuyez avec le doigt et les tissus interstitiels qui étaient gorgés d'eau et de sel vont garder l'empreinte de la pression du doigt pendant plusieurs minutes. Ça signe un édème, mais sans préjuger de son mécanisme. Ici, vous avez l'illustration d'un édème lésionnel pulmonaire. Les deux poumons sont d'aspect rouge et ils sont denses. Ils ne sont pas tellement mousseux, ça ne ressemble pas tellement à un édème cardiogénique. Voici l'édème typique, l'aspect d'édème pulmonaire typique d'origine virale, une pneumopathie virale grave qui tourne mal, qui s'accompagne donc d'hypoxémie réfractaire et qui entraîne la mort. On retrouve en morphologie cet aspect d'édème, augmentation du poids, fermeté anormale du parenchyme pulmonaire, aspect rouge. En histologie, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va retrouver l'accumulation de liquides se colore très mal. Les liquides qui s'accumulent habituellement lorsqu'ils sont pauvres en protéines, ça se colore mal et donc on ne les voit pas très bien, mais ça va écarter les cellules, ça va remplir les espaces aériens dans le cas de l'édème pulmonaire. Si c'est un édème riche en protéines, au contraire, ça va facilement se colorer. On va voir ça directement sur des images d'édème pulmonaire. Et vous avez ici, sur les deux figures qui vous paraissent à gauche, des édèmes, des aspects d'édème cardiogénique, de transsudat, édème pauvre en protéines, où vous avez dans les lumières, enfin ça c'est pas du poumon, excusez-moi, au centre, c'est du poumon, dans les alvéoles pulmonaires, qui normalement devraient être optiquement vides, remplis d'air, à la place, vous avez une substance qui est faiblement colorée, parce qu'elle est pauvre en protéines. Si vous vous intéressez à un édème dans les tissus mous, dans l'interstitium, vous voyez que les fibroblastes sont écartés, que le collagène, les fibres de collagène sont écartées, et entre, il y a une accumulation de substances à peine colorées. À l'opposé, édème riche en protéines, exsudat, édème lésionnel inflammatoire, par exemple ici édème de la grippe, pneumopathie virale grave, et vous avez dans les alvéoles, vous avez des dépôts rouges et eosinophiles. C'est ce qu'on appelle les membranes hyalines. Je pense que vous avez tous entendu parler de ça, des pneumopathies avec des membranes hyalines. Ce n'est pas spécifique de la pneumopathie néonatale. En fait, ça se voit dans tous les édèmes lésionnels, quel que soit l'âge des individus. Ce qui compte, c'est le dommage, l'agression et donc la perte de fonction des cellules endothéliales qui vont laisser passer les macromolécules plasmatiques vers les espaces aériens.
Deuxième entité qu'on aborde aujourd'hui, la congestion. Alors la congestion est définie par l'augmentation de la quantité de sang dans un organe ou un tissu. C'est synonyme d'hyperémie. Aspect morphologique de la congestion, l'organe en macroscopie, l'organe est plus lourd, il est rouge, rouge vif si c'est une congestion active, rouge foncé cyanosé, violacé si c'est une congestion passive. On va revenir sur ces mots de congestion active et de congestion passive. En histologie, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez une microcirculation, c'est-à-dire des capillaires, des vénules, des artérioles qui sont dilatées et qui sont remplies d'hématies. Ça donne l'impression, quand on voit la coupe, qu'il y a beaucoup plus de vaisseaux que normalement. Ce n'est pas vrai, il n'y a pas plus de vaisseaux, mais ces vaisseaux sont plus ouverts, sont plus remplis, et ils apparaissent plus facilement à l'œil. Voilà quelques aspects morphologiques. À gauche, le poumon, et vous voyez que les capillaires des cloisons interalvéolaires sont anormalement visibles, sont remplis d'hématies. Ici, congestion dans une muqueuse digestive, vous avez l'épithélium de surface, le chorion, et vous avez de nombreux vaisseaux qui vous apparaissent trop facilement à l'œil, c'est parce qu'ils sont dilatés. Alors, la congestion active, qu'est-ce que c'est? La congestion active, c'est l'augmentation de sang dans un tissu ou dans un organe par vasodilatation artériolaire, augmentant le débit sanguin local. Vous savez que le débit sanguin dans les territoires est extrêmement régulé. La régulation du débit circulatoire dépend de l'étage essentiellement microcirculatoire. Ce n'est pas au niveau des grosses artères que se fait la régulation du débit local. C'est au niveau des petites artères et puis de la microcirculation essentiellement des artérioles. Eh bien, la congestion active dépend de phénomènes circulatoires qui siègent au niveau des petites artères et puis au niveau de la microcirculation, des artérioles de la microcirculation. C'est un phénomène actif qui dépend de l'influence de médiateurs vasodilatateurs qui peuvent être libérés par des cellules de l'inflammation ou par des phénomènes inflammatoires. Ça dépend aussi de l'action de médiateurs nerveux, de l'innervation végétative. Dans ces circonstances de vasodilatation, de congestion active, l'organe est plus chaud, il est plus rouge, il y arrive plus de sang d'origine artérielle, du sang chaud, bien oxygéné, et donc l'organe est plus rouge et plus chaud. Le plus souvent, cette congestion active, que je vous décris là, s'intègre dans le cadre de l'inflammation et d'un temps particulier de l'inflammation, de la phase précoce de l'inflammation, qui est la phase initiale, qui est la phase vasculo-sanguine de l'inflammation. Cette vasodilatation, entraînant une congestion active, parfois s'intègre dans des phénomènes nerveux végétatifs. Et un phénomène que vous connaissez bien, eh bien, c'est la rougeur du visage chez certaines personnes à l'émotion. Cette rougeur du visage sous contrôle de la vasomotricité nerveuse, eh bien, est un phénomène de vasodilatation, de congestion active. Par opposition à la congestion active, la congestion passive. Alors, par opposition, c'est toujours de la congestion. Ça veut dire qu'il y a plus de sang quand même dans le territoire, dans le tissu ou dans l'organe. Mais cette fois-ci, cet excès de sang n'est pas présent par origine active, par vasodilatation artériolaire ou des petites artères. Au contraire, le sang qui s'accumule, eh bien, dépend d'une diminution du retour veineux. Diminution du débit sanguin dans le territoire, donc c'est le contraire. Au lieu d'avoir un excès
de débit sanguin et un organe chaud et rouge. Cette fois-ci, stagnation du sang, le sang s'accumule parce que le drainage veineux est diminué, et le sang qui s'accumule, eh bien, va être désaturé en oxygène, moins chaud, l'organe va être plus froid et violacé, cyanosé. Bien souvent, cette congestion passive s'accompagne d'une augmentation importante de la pression capillaire, si bien que du liquide va sortir de la microcirculation vers les tissus, vers le milieu interstitiel, vers le compartiment extracellulaire, et donc cette congestion passive va s'accompagner d'un édème, comme on l'a vu précédemment. Donc autant la congestion active s'accompagne de l'inflammation et de l'édème inflammatoire, éventuellement, eh bien, la congestion passive entre dans le cadre de la stase d'origine veineuse et s'accompagne d'édème. Dans la congestion passive, lorsqu'elle dure assez longtemps, qu'elle est chronique, eh bien, les tissus qui en sont atteints vont présenter des signes d'atrophie et de fibrose. C'est un phénomène finalement que vous connaissez bien. Là, c'est présenté d'une façon peut-être un peu théorique et anatomopathologique, mais cette congestion passive chronique, vous l'avez déjà certainement observé ou vous l'observerez, par exemple dans l'insuffisance veineuse chronique des membres inférieurs. Par exemple, séquelles de phlébite, eh bien, un membre peut être le siège d'édème. La peau va avoir un aspect ocre, violacé, et va être épaissie avec des squames, va être fibreuse. Au contraire, dans la congestion aiguë, lorsque cette congestion aiguë est particulièrement intense et violente, eh bien, on peut observer des phénomènes de nécrose. Alors, ce n'est pas toujours le cas, hein, mais sachez que la congestion aiguë peut s'accompagner de nécrose. Et on va en voir un exemple en prenant l'exemple du foie cardiaque. Qu'est-ce que c'est que le foie cardiaque? Le foie cardiaque, c'est le retentissement sur le foie d'une stase veineuse, d'une difficulté au retour veineux. Les veines sus-hépatiques se jettent dans la veine cave inférieure. Eh bien, tout obstacle sur ce trajet veineux, par exemple insuffisance cardiaque droite ou thrombose des veines de la veine cave inférieure ou des veines sus-hépatiques, va entraîner une stagnation du sang veineux dans le foie, prédominant au niveau du compartiment veineux du foie, à l'intérieur du foie, c'est-à-dire dans les zones centrolobulaires, au niveau des veines centrolobulaires. Cette accumulation de sang dans le foie va entraîner déjà un foie, pour vous cliniciens, qui va être plus gros, que vous allez pouvoir palper, qui va être douloureux. Et pour un pathologiste, si vous posez le foie, ce foie va être augmenté de poids. Si vous regardez ce foie à la coupe, eh bien ce foie va être d'aspect de structure anormale. Au lieu d'être assez homogène et lisse, comme vous avez peut-être l'habitude de voir les tranches de foie du boucher, et bien là, au contraire, le foie va prendre cet aspect que vous avez ici sur la diapositive, un aspect hétérogène, qui ressemble, là, on fait appel à des notions de cuisine un peu plus élaborées, qui ressemble à la coupe d'une noix de muscade. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des noix de muscade, c'est déjà moins fréquemment utilisé que le foie. Eh bien, c'est vraiment cet aspect-là hétérogène. Pourquoi cet aspect hétérogène ? Eh bien, c'est parce que, regardez bien, il y a des zones rouges et des zones claires. Les zones rouges sont des zones particulièrement congestives, où s'est accumulé du sang. À quoi ça ressemble en histologie? Eh bien, en histologie, ici à très faible grossissement et ici à moyen grossissement, eh bien, vous avez une accumulation de sang de façon systématisée dans le territoire des veines
centrolobulaires, au centre du lobule, si bien que les régions des espaces portes, qui sont marquées ici, espace porte, eh bien, sont conservées. Et vous reconnaissez ici l'espace porte, ou ici l'espace porte, et les travées hépatocytaires ici sont normales. Par contre, dans la région du milieu du lobule, la région médiolobulaire, et surtout au centre du lobule, eh bien, les travées d'hépatocytes sont écartées parce qu'il y a beaucoup de sang dans les sinusoïdes. Les sinusoïdes sont gorgés de sang, les travées hépatocytaires s'écartent. Au maximum, lorsque cet obstacle est particulièrement violent, aigu et intense, les hépatocytes au centre, les hépatocytes dans la région centrolobulaire, vont mourir, vont être nécrosés. Et par exemple, au cours d'une poussée d'insuffisance cardiaque aiguë, quelle qu'en soit la cause. En particulier, on pense à des poussées d'insuffisance cardiaque aiguë droite, par exemple, qui accompagnent une embolie pulmonaire grave. Eh bien, une partie du foie, en topographie ou de façon systématisée centrolobulaire, une partie des hépatocytes va se nécroser. Et vous allez avoir une poussée de cytolyse hépatique. Si l'insuffisance cardiaque droite disparaît, si le retour veineux se fait de nouveau dans des conditions correctes, eh bien, ces hépatocytes nécrosés vont être remplacés par des hépatocytes qui vont régénérer. Le foie est un organe qui régénère extrêmement bien dans l'ensemble. Par opposition à ces situations de foie cardiaque aigu, parfois itératif, accompagnant des poussées successives d'insuffisance cardiaque, ce qui n'est pas rare chez les malades insuffisants cardiaques, qui ont tendance à se décompenser à la moindre occasion, écart de régime, prise de sel et phénomènes infectieux, etc. Par opposition, eh bien, le foie cardiaque chronique, qui se voit dans les maladies cardiaques chroniques où l'insuffisance cardiaque eh bien, persiste, il n'y a pas de retour à une fonction cardiaque subnormale eh bien, ce foie cardiaque chronique va s'accompagner de fibrose. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'une partie des hépatocytes va être détruite et les capacités de régénération sont compromises parce que non pas parce que les hépatocytes sont incapables de régénérer, mais c'est parce que la trame qui supporte les vaisseaux et la trame collagène sur laquelle les hépatocytes devraient pouvoir régénérer, cette trame va être altérée progressivement et va s'épaissir. Donc dans ces conditions de foie cardiaque chronique, va se développer une fibrose. D'où le terme incorrect qui est largement utilisé, mais qui n'est pas d'un point de vue anatomique ou anatomopathologique correct, le terme de cirrhose cardiaque, qu'on observe, ou surtout qu'on observait autrefois dans les conditions historiques des insuffisances cardiaques graves persistantes, en particulier droite. On voyait ça au cours des cardiopathies congénitales, à l'époque qu'on ne savait pas bien traiter. Voilà pour la congestion. Pas de questions? On passe à l'hémorragie, ça va plus vite. Hémorragie, issue de sang en dehors des cavités vasculaires ou cardiaques. Mécanisme, rupture des cavités, rupture des parois vasculaires ou des structures cardiaques. Ou bien c'est traumatique, ou bien c'est spontané. Il existe des maladies qui perforent les vaisseaux ou les cavités cardiaques. Il n'y a pas que les traumatismes, il n'y a pas que le coup de couteau ou la balle qui va percer une cavité ou une paroi vasculaire. Il y a des maladies naturelles qui détruisent les cavités ou les parois. Exemple, eh bien, certains infarctus du myocarde peuvent se compliquer de rupture du ventricule gauche. Le myocarde est nécrosé, moins solide, des phénomènes inflammatoires vont se dérouler, eh bien, ça peut être l'occasion d'une rupture du ventricule gauche. Rupture de l'aorte au cours de développement de l'athérosclérose et d'anévrisme affaiblissant la paroi de l'artère, etc. Donc, premier type de mécanisme, pour expliquer les hémorragies, eh bien, les ruptures des structures vasculaires, structures cardiaques.
Deuxième circonstance, eh bien, ce sont des troubles non plus cette fois-ci de la paroi du tuyau, si vous voulez, ce sont les troubles du contenu. Ce sont les syndromes hémorragiques. Et là, je vous renvoie au cours sur les anomalies de l'hémostase, les anomalies de la coagulation. Sachez cependant que bien qu'une circonstance fréquente de ces hémorragies actuellement, eh bien, c'est induit par les médecins, c'est iatrogène, et ce sont les traitements anticoagulants qu'il est toujours difficile d'équilibrer au long cours. Alors, qu'est-ce que ça produit comme lésion, les hémorragies? L'hémorragie peut s'extérioriser. Et vous avez, eh bien, par exemple, une plaie cutanée qui coupe des vaisseaux, ça saigne à l'extérieur, etc. Hémorragie extériorisée. Ulcère de l'estomac qui saigne, ça saigne dans la cavité, dans le tube digestif, et vous avez ou bien une hémorragie extériorisée par voie haute, une hématémèse, ou vous avez une hémorragie extériorisée par voie basse. Hémorragie d'origine bronchique, hémorragie d'origine nasale, etc., etc. Ça, c'est plus des définitions et de la séméologie médicale et chirurgicale. L'hémorragie peut ne pas s'extérioriser et au contraire être collectée. Et la collection des hémorragies est un phénomène important et souvent qui permet de maintenir en vie des accidents hémorragiques graves qui auraient été dramatiques s'ils n'avaient pas été colmatés. Par exemple, on peut voir des hémorragies collectées, secondaires par exemple à un traumatisme artériel, par exemple ponctuel. Vous êtes externe et vous faites des gaz du sang, vous piquez avec une artère, avec une aiguille, vous piquez une artère. Eh bien, parfois ça saigne plus que vous ne le pensez, l'hémorragie va entourer le vaisseau et parfois, bon, ça s'est extériorisé. Parfois, vous croyez avoir bien fait, mais l'hémorragie continue par derrière et l'hémorragie est colmatée par les tissus mous de voisinage. Ça va donner un hématome et cet hématome va pouvoir s'organiser et suivre une évolution. L'hémorragie peut avoir lieu dans la microcirculation et en particulier une circonstance bien connue, eh bien, au niveau de la peau. Par exemple, déficit en plaquettes, en quantité de plaquettes ou déficit en qualité des plaquettes. Eh bien, au niveau de la peau, des hémorragies qu'on appelle des pétéchies. Alors, quelle est l'évolution des hémorragies? C'est plus de la médecine que de la pathologie. Si la perte sanguine est importante, il y a un risque de choc hémorragique. Lorsque l'hémorragie est collectée, ça va donner un hématome. Parfois, l'hématome peut être compressif et comprimer artères et veines est responsable de phénomènes d'écrasement veineux, de blocage au retour veineux ou de d'ischémie par écrasement ou compression d'artères. Lorsque le sang est collecté dans un hématome, eh bien, ça va s'organiser et cette organisation va suivre le mode d'organisation de la thrombose qu'on va voir un peu plus loin. Globalement, cet hématome va avoir tendance à être résorbé, mangé, détruit, dégradé par les cellules de l'inflammation, les polynucléaires et surtout les macrophages. Et ça va induire une organisation, un remplacement par de la fibrose. Alors la fibrose va colmater progressivement l'hématome. L'hématome peut être totalement résorbé ou parfois persister éternellement, organisé, enquisté par la réaction de détertion et de fibrose. Donc l'évolution est très variable et dépend beaucoup de la taille de l'hématome et puis aussi du siège, donc du territoire dans lequel cet hématome va se développer. Alors, plus important, la thrombose. Définition. Là, vous l'apprenez bien. Qu'est-ce que c'est que la thrombose? En médecine, eh bien, c'est la coagulation du sang durant la vie dans les cavités vasculaires ou cardiaques. Donc, ça inclut les valves cardiaques et ça aboutit à la formation du thrombus. Donc n'utilisez pas à tort à travers les mots. Thrombus, c'est la coagulation
du sang du vivant du malade et dans une cavité cardiovasculaire. Un caillot, c'est la coagulation du sang, ou bien dans un tube à essai, ou après la mort, ou en dehors d'une cavité cardiovasculaire. Après la mort, lorsque vous faites une autopsie, vous ouvrez des cavités cardiovasculaires de grande taille et vous allez voir du sang coagulé. Ce sang a coagulé après la mort et n'a aucune signification pathologique. Ça ne s'appelle pas du thrombus, ça s'appelle des caillots post-mortem. Lorsque le sang coagule, par exemple, vous avez une plaie artérielle, vous avez un hématome autour de cette plaie artérielle, n'appelez pas ça un thrombus. Le sang a coagulé dans les tissus mous, dans le muscle, il n'a pas coagulé dans une cavité artérielle ou vasculaire. Un hématome, ça n'est pas un thrombus. Donc utilisez bien les bons termes. Quelle est la conséquence de la thrombose? Eh bien, la conséquence de la thrombose, on en a déjà parlé quand on a fait le cours sur l'ischémie. La conséquence est dramatique, bien souvent, extrêmement fréquente et grave, c'est l'ischémie. Lorsqu'un vaisseau développe une thrombose, il va se boucher ou diminuer considérablement sa lumière et ça va avoir souvent pour conséquence, dans le tissu dépendant de cette artère, ça va avoir pour conséquence donc de l'ischémie, c'est-à-dire, je vous le répète, un arrêt ou une réduction importante des apports sanguins. Donc la thrombose est un phénomène grave et fréquent. Comment se forme le thrombus? Eh bien, il se forme par une interaction entre les plaquettes, les cellules endothéliales, les protéines de la coagulation, pour former un réseau de fibrines qui va immobiliser donc les éléments figurés du sang, les hématies, les leucocytes, et ça va former ce qu'on appelle le thrombus fibrinocruorique. Fibrinocruorique parce qu'aussi macroscopiquement, et bien souvent, ce thrombus a une double composante, a deux aspects, un aspect plutôt blanchâtre qui est l'aspect fibrino et un aspect noirâtre ou rouge foncé qui est l'aspect cruorique. On va vous montrer ça sur des images. Quels sont les facteurs qui favorisent le développement de la thrombose? Eh bien, trois circonstances, trois facteurs favorisants qui sont regroupés sous le label de triade de Virchow. Quels sont ces facteurs favorisant la thrombose? Eh bien, c'est la lésion endothéliale, donc c'est la paroi qui est malade, hein, ou bien des anomalies du contenu, la stase ou la turbulence du sang, et troisièmement, les états d'hypercoagulabilité. Premier phénomène, les altérations de la fonction endothéliale. Alors parfois, c'est même plus que l'altération de la fonction endothéliale, c'est la perte de l'endothélium, c'est la dénudation de l'endothélium qui expose au sang la matrice extracellulaire sous-jacente qui est extrêmement activatrice de la coagulation, de l'activation et de l'adhésion des plaquettes, hein, c'est le collagène, etc. Mais ce phénomène de dénudation endothéliale dans l'ensemble est rare. On l'observe parfois au niveau de la plaque d'athérosclérose, on l'observe également de façon iatrogène lorsqu'il y a des interventions sur les artères, interventions chirurgicales ou montée de cathéter ou angioplastie, etc. Plus souvent, il s'agit d'une dysfonction endothéliale. L'endothélium perd ses propriétés de thromborésistance. Et ça s'observe par exemple au cours de phénomènes inflammatoires ou au cours de l'athérosclérose. Deuxième constituant de la triade de Virchow, les perturbations du flux sanguin. Donc favorisent la thrombose, les turbulences. Les turbulences sont génératrices en fait de lésions endothéliales. Et donc on rejoint finalement le paragraphe précédent. Donc ces lésions endothéliales sont souvent en cause dans les thromboses artérielles et les thromboses cardiaques. Autre perturbation du flux sanguin, c'est la stase sanguine. Et cette stase sanguine est souvent mise en cause dans les thromboses veineuses.
plus que dans les thromboses artérielles. Et enfin, troisième composant, les états d'hypercoagulabilité. Un phénomène moins fréquent, lié parfois à des phénomènes héréditaires en facteurs de la coagulation, donc ça c'est extrêmement rare, mais de découvertes plus récentes et nécessitant donc un bilan génétique, ou plus souvent c'est acquis par l'alitement, par l'existence donc de cancer ou de maladies auto-immunes dont la principale et la plus sévère, c'est le syndrome des antiphospholipides. Vous en entendrez parler plus tard dans vos études médicales, au cours d'une maladie qui s'appelle le lupus érythémateux. Alors, quelques aspects morphologiques de la thrombose. Un aspect particulier de la thrombose, on commence par la microcirculation. Alors, l'aspect particulier de thrombose de la microcirculation, ça s'appelle aussi la microangiopathie thrombotique. Eh bien, vous voyez ici, par exemple, dans ce territoire, c'est au niveau du cœur, des petits vaisseaux qui sont occlus avec du thrombus fibrineux. Vous voyez ici, donc c'est du cœur, là c'est du rein avec un glomérule, et vous voyez ici une artériole qui est occluse avec un thrombus. Pareil ici, du rein, petite artère avec thrombose. Ces thromboses de la microcirculation surviennent dans des circonstances bien particulières, avec une note fréquente actuellement de pathologies iatrogènes. Beaucoup de ces thromboses de la microcirculation peuvent être induites par des médicaments. Donc elles portent le nom de synonyme de microangiopathie thrombotique ou de coagulation intravasculaire disséminée. Et on les observe dans quoi? Eh bien, on les observe beaucoup au cours de la toxicité de certains médicaments. En particulier, traitement immunosuppresseur, et beaucoup d'immunosuppresseurs utilisés dans le traitement du rejet de greffe, dans la prévention du rejet de greffe ou de la crise de rejet, eh bien, ont une toxicité envers les cellules endothéliales et peuvent être générateurs de microangiopathie ou de microthrombose. Et c'est pareil pour certains médicaments utilisés en chimiothérapie anticancéreuse, ils peuvent être responsables de thromboses dans la microcirculation. Sinon, donc, les thromboses dans la microcirculation peuvent être observées dans des entités comme l'hypertension artérielle sévère, maligne, la sclérodermie. Vous entendrez parler de cette maladie plus tard, au cours des maladies systémiques, au cours des chocs, quel qu'en soit le mécanisme, mais tout particulièrement les chocs infectieux, les chocs septiques. Donc une complication majeure, et une des raisons finalement, bien souvent pour laquelle les malades qui ont des chocs septiques meurent, c'est qu'ils ont des thromboses disséminées dans la microcirculation de nombreux viscères, dont des viscères indispensables à la vie, comme le cerveau, le cœur et le rein. Certains cancers peuvent se compliquer, indépendamment du traitement de la chimiothérapie, de microangiopathie thrombotique. Et pour finir, une entité que vous verrez en pathologie pédiatrique et en néphrologie pédiatrique, surtout, mais pas exclusivement, c'est le syndrome hémolytique et urémique. Donc toutes ces circonstances sont responsables ou peuvent être responsables de thrombose dans la microcirculation ou microangiopathie thrombotique. Ces circonstances et la microangiopathie thrombotique sont des circonstances graves, de maladies graves, souvent mortelles, observées donc essentiellement dans des circonstances de malades hospitalisés et hospitalisés en soins intensifs ou en réanimation. Passons à un autre aspect de la thrombose, plus banal, grave aussi, mais pas de façon aussi aiguë. On va voir la thrombose dans les gros vaisseaux. Une des caractéristiques macroscopiques de la thrombose, eh bien, c'est d'adhérer à la paroi vasculaire ou cardiaque. Je vous ai dit que le thrombus se formait pendant la vie dans les cavités cardiovasculaires et c'est un phénomène actif. Et ce phénomène actif se passe à l'interface entre le sang et la paroi vasculaire ou cardiaque. C'est une des raisons pour lesquelles ce thrombus va adhérer fortement, même s'il est récent,
à la paroi vasculaire. Et donc, il a un aspect fibrinocruorique, c'est-à-dire une alternance de zones rouges et de zones noires, ou une extrémité noire, une extrémité rouge. Et vous en avez ici un exemple. Vous avez un thrombus fibrinocruorique. C'est le même, il a été coupé en deux. Vous avez les deux versants. Voilà un aspect cruorique ici, puis un aspect ici plus fibrino. Ici, un thrombus extrêmement volumineux qui remplissait un anévrisme de l'aorte abdominale. Vous voyez, la lumière aortique résiduelle est là. Elle ne paraît pas dilatée, alors que la paroi aortique était dilatée, c'était un anévrisme. Et tout ça, ce sont des couches de thrombus. Ici, un thrombus, qu'est-ce qui vous paraît particulier dans ce thrombus en couleur? C'est qu'il est blanc, il n'est pas très cruorique celui-là. Eh bien, effectivement, il porte le label ou le nom de thrombus blanc et il s'est développé dans une circonstance bien particulière, là aussi dramatique, et que vous connaissez ou vous allez bientôt connaître parce que c'est une menace permanente, c'est un accident immunoallergique à un traitement à l'héparine. Vous en avez peut-être entendu parler ou vous entendrez parler bientôt. L'héparine peut déclencher des phénomènes allergiques qui vont avoir pour conséquence de consommer les plaquettes et d'activer la thrombose. Et dans ces circonstances, on observe des thrombus particulièrement riches en fibrine et en plaquettes, d'où leur aspect macroscopique blanc. Et c'est la raison pour laquelle vous apprendrez qu'il est indispensable, lorsque vous mettez en œuvre un traitement par l'héparine ou les dérivés de l'héparine, de bas poids moléculaire, de surveiller l'évolution du taux de plaquettes dans le sang. Aspect macroscopique de la thrombose. Alors cette fois-ci, c'est pour vous illustrer deux aspects occlusif contre mural. Alors on appelle thrombus occlusif un thrombus qui bouche la lumière du vaisseau. Alors habituellement, les thrombus sont surtout occlusifs dans les artères de moyen ou de petit calibre. Là, cette situation, c'est l'aorte, c'est une thrombose occlusive de l'aorte, c'est tout à fait rare. D'habitude, c'est pas occlusif. Ici, vous avez une thrombose murale sur la carotide, il y a une plaque d'athérosclérose. Cette plaque d'athérosclérose est compliquée, elle est tapissée d'un thrombus mural. En histologie, c'est pareil, occlusif contre mural, voilà, occlusif, la lumière est totalement bouchée. Mural, une partie de la lumière est bouchée, le reste est perméable. Les thrombus évoluent dans le temps. Ils vont se modifier dans le temps, ce qui permet un peu de les dater avec une certaine imprécision. Un thrombus récent, c'est un réseau de fibrines enserrant les éléments figurés du sang et ça ressemble à ça en histologie. Des strates d'hématie, des strates de leucocytes, strates d'hématie, là c'est plutôt de la fibrine et des plaquettes, etc. Cependant, on sait, surtout dans les anévrismes, que cet aspect de thrombus stratifié, hyalinisé, peut persister longtemps pendant des années. C'est pour ça qu'il est souvent très difficile, surtout dans les gros vaisseaux, de dater les thrombus. Donc, je vous ai dit, les thrombus évoluent dans le temps. Quel est l'avenir des thrombus? Comme je vous l'ai dit, à l'aspect, le thrombus peut persister pendant longtemps parce que le phénomène thrombotique persiste. Deuxième possibilité, rare, du moins en totalité, c'est la lyse naturelle par thrombolyse du thrombus. Le thrombus, on peut imaginer, va disparaître parce qu'il y a des phénomènes de thrombolyse. Alors ça, c'est peu efficace. Ça peut être rendu plus efficace par l'utilisation de médicaments, d'enzymes thrombolytiques, visant à rétablir la perméabilité d'une artère bouchée, par exemple au niveau des coronaires ou d'une artère intracrânienne. Autre évolution possible, je vous en avais parlé quand je vous ai fait le cours sur l'athérosclérose, c'est le détachement du thrombus et sa migration dans la circulation, responsable d'embolie. Embolie artérielle, par exemple thrombus sur une plaque d'athérosclérose, je vous avais parlé des gros thrombus mobiles qui se détachaient, ou thrombus veineux migrant dans la circulation pulmonaire, responsable d'embolie pulmonaire.
Et enfin, quatrième possibilité évolutive extrêmement fréquente et importante, c'est l'organisation, la détertion par les macrophages et l'organisation conjonctive du thrombus. Et je vous ai dit que ce phénomène allait contribuer à l'augmentation de taille des plaques d'athérosclérose qui se compliquent de thrombose. Si le patient ne meurt pas, si le thrombus ne se détache pas trop, eh bien le thrombus va s'organiser, subir une organisation conjonctive et la plaque va augmenter de taille et va devenir plus sténosante. Alors rapidement, quelques images histologiques. Un thrombus hyalinisé, on ne peut pas trop le dater. On pense quand même, malgré cet aspect hyalinisé sans plus d'organisation conjonctive, qu'il est ancien parce qu'il y a des microcalcifications. Et puis on passe maintenant à l'organisation conjonctive du thrombus. Vous avez ici le thrombus hyalinisé, la fibrine, et vous voyez comment ça arrivait, des cellules inflammatoires, quelques néovaisseaux, pour dégrader, remplacer ce thrombus par un tissu de granulation avec encore plus de vaisseaux et de la matrice extracellulaire. Il persiste encore un peu de fibrine ici. Et au maximum, une organisation complète, une thrombose totalement organisée, avec un bouchon conjonctif qui bouche l'artère et des néovaisseaux. Ces néovaisseaux, parfois, dans ces grosses artères, comme ici l'artère rénale, peuvent être visibles à l'imagerie actuellement. Et on parle vaguement de thrombus reperméabilisé, recanalisé. En fait, la perméabilisation n'est pas très efficace. Embolie, je vous l'avais illustré la dernière fois, vous avez ici un polype pédiculé, enfin un thrombus pédiculé, un peu polypoïde. Il se détache, il se fragmente et va emboliser dans les artères. Une autre entité, on quitte la thrombose, les embolies. Définition, vous l'apprenez bien, projection dans la circulation sanguine d'un corps détaché à distance de son point d'origine et son arrêt dans un vaisseau dont le calibre est insuffisant pour lui livrer le passage. Il existe des embolies dans la circulation artérielle et des embolies dans la circulation veineuse, ne l'oubliez pas. Nature des embolies. Eh bien, l'immense majorité des embolies sont d'origine thrombotique. C'est un thrombus qui se détache d'une plaque d'athérosclérose, d'une valve cardiaque malade, d'une artère thrombosée parce qu'elle a eu un traumatisme, ou qui se détache d'une veine, d'une phlébite veineuse, et qui va migrer éventuellement dans la circulation pulmonaire. Accessoirement, d'autres natures d'emboles. Les emboles partis de plaques d'athérosclérose, les emboles athéromateux ou de cholestérol. Les embolies de microbes, microbiennes en particulier, ce sont des végétations d'endocardites qui se détachent et qui partent dans la circulation jusqu'au cerveau, jusqu'au myocarde, jusqu'au rein ou ailleurs. Les embolies tumorales, qui est un phénomène possible de dissémination de la tumeur. Certaines tumeurs ont un développement endovasculaire important et donnent des embolies tumorales. Embolie graisseuse, c'est la moelle hématopoïétique, la moelle adipeuse qui part dans la circulation et ça s'observe dans les grands fracas osseux des os spongieux, comme par exemple fracture du bassin, fracture du fémur, les grandes fractures. On peut voir accessoirement des petites embolies graisseuses, après des massages cardiaques qui ont entraîné des fractures de côte, et vous retrouvez dans la circulation, dans la microcirculation des embolies. Mais enfin, c'est pas très important. Embolie gazeuse. Embolie gazeuse, le corps étranger qui migre, le corps qui se détache, cette fois-ci, c'est un gaz. Alors, quelle est l'origine du gaz ? Par exemple, vous faites un cathétérisme, vous piquez une veine avec un gros cathéter, vous mettez en place un cathéter par exemple dans la veine sous-clavière, vous utilisez quand même des trocars, des désilets assez importants. Si vous ne faites pas attention, et puis maintenant il y a des dispositifs qui améliorent la sécurité, vous pouvez faire entrer de l'air dans la circulation veineuse. Autre circonstance d'embolie gazeuse, c'est la chirurgie des gros vaisseaux ou la chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Quand l'intervention est terminée, si vous ne purgez pas bien l'air de vos cavités cardiaques, à la remise en circulation, des bulles d'air vont partir dans la circulation, en particulier cérébrale. Embolie gazeuse au cours des accidents de décompression.
de la plongée sous-marine. Les gaz dissous, lorsque vous diminuez la pression partielle, vont redevenir gazeux et libérer des bulles dans la microcirculation avec des retentissements cérébraux majeurs. Embolie calcaire, détachement de plaques calcaires et surtout de plaques calcaires venant des valves cardiaques au cours du rétrécissement aortique calcifié. Embolie amniotique, c'est la migration au cours de l'accouchement de squames, de liquide amniotique, de squames d'origine fœtale avec un retentissement hémodynamique dramatique. Embolie pulmonaire, je vous l'ai largement montré la dernière fois, infarctus pulmonaire rouge et thrombus dans l'artère pulmonaire. Ce thrombus a une origine veineuse. Il s'est détaché d'une grosse veine, il a migré et il est venu se bloquer dans une artère pulmonaire qui était trop petite pour lui livrer le passage. La conséquence peut en être, mais c'est facultatif, la mort par ischémie du parenchyme pulmonaire avec inondation secondaire hémorragique par la circulation bronchique, édème, infarctus rouge pulmonaire. Embolie thrombotique dans une artère qui était saine mais qui a reçu des emboles partis d'une thrombose veineuse, de valve cardiaque. Embolie microbienne, à l'image à sauter. Embolie de cholestérol, vous avez ici, dans une artère d'orteil, des fentes qui sont des cristaux de cholestérol. Au niveau de la peau, pareil. Au niveau de la peau, au niveau du cerveau, pareil. À partir de plaques ulcérées, le centre lipidique migre jusque dans les petits vaisseaux et la microcirculation. Et ça peut avoir des conséquences cliniques graves, avec une symptomatologie cutanée, un livédo, une symptomatologie cérébrale, une insuffisance rénale lorsque c'est dans le rein, etc. Et parfois, ça peut passer inaperçu. Embolie tumorale, ici, un fragment de myxome cardiaque qui a migré dans une coronaire. Donc cette tumeur primitive du cœur s'est détachée, a envoyé des fragments qui sont allés dans la circulation coronaire. Embolie graisseuse, secondaire à un fracas de la moelle au cours de fractures des os de grande taille, en particulier les os spongieux du bassin, par exemple. Embolie amniotique. Vous avez ici des squames cornés qui sont d'origine fœtale, qu'on retrouve donc dans la circulation de la mère. Embolie calcaire, à partir d'un rétrécissement aortique calcifié, vous avez une micro-embolie calcaire dans le myocarde. Voilà un peu passer en revue tous les exemples. Et pour terminer rapidement, en une diapositive ou deux, le choc. Définition. Choc est synonyme de collapsus. C'est une insuffisance circulatoire aiguë et généralisée, entraînant l'hypoperfusion des tissus. Et c'est cette hypoperfusion des tissus qui est dramatique, parce que les tissus hypoperfusés, eh bien, sont en ischémie. Donc ils vont mal fonctionner et au maximum, ils vont se nécroser. Les causes des chocs, vous les connaissez déjà par vos études de séméologie médicale et chirurgicale. Choc cardiogénique, donc l'origine c'est une insuffisance cardiaque. Choc hémorragique, spoliation sanguine majeure. Choc hypovolémique, c'est la déshydratation. Choc septique, choc immunoallergique ou choc anaphylactique, c'est synonyme. Voilà.